Donc, la prochaine séance de leadership s'appelle Des soins connectés des Canadiens en meilleure santé propulsés par l'interopérabilité. Shannon ou quelqu'un d'autre l'a dit qu'il y a eu beaucoup de collaboration entre l'InfoRoute Canada et l'Institut canadien pour la recherche en santé. Nous sommes ravis d'accueillir Steve et Abby. Je devrais également dire que les bios sont disponibles sur les applis. Je vous invite à consulter les biographies impressionnantes de ces deux messieurs. Je vais cependant lire leurs titres qui sont déjà impressionnants. Abby Carla est vice-président gestion de portefeuille, programme de soins virtuels, InfoRoute Santé du Canada, et Steve O'Reilly est directeur exécutif, relations avec le gouvernement fédéral, Institut canadien d'information sur la santé. Nous sommes ravis de les accueillir ici pour nous parler de ce que nous faisons à l'échelle individuelle et collectivement, donc à l'InfoRoute et l'Institut canadien d'information sur la santé. D'être ici. It's my privilege to be here. J'ai le privilège d'être ici et c'est une opportunité de communiquer avec vous et de vous parler du travail de collaboration dans lequel a participé InfoRoute. La plupart d'entre vous savez que c'est pour améliorer notre système connecté. Je suis Abby Calra, je suis responsable du portefeuille chez InfoRoute Santé Canada. Je suis responsable de la stratégie pour mettre en place notre stratégie auprès de nos juridictions fédérales et les autres parties prenantes. Steve va parler également, va donner une présentation importante. Il va vous donner une mise à jour sur deux programmes clés importants d'interopérabilité dans lesquels nous avons participé. C'est vraiment très bien de voir de la part des patients qui comprennent ce que c'est l'interopérabilité. Depuis quelques années, j'ai du mal à l'expliquer, donc merci beaucoup de nous avoir fait comprendre la définition de l'interopérabilité. Donc, la tâche est déjà accomplie à moitié. Je n'ai plus besoin d'expliquer ce qu'est l'interopérabilité. Cette conférence, l'exposé porte sur des idées. C'est une conversation, mais surtout, c'est une question de leadership conjoint et l'action conjointe, les leaderships et les actions dont nous devons faire preuve et que nous devons mettre en œuvre pour continuer de mettre de l'avant le système de santé connecté. À la dernière séance, on a eu d'excellents commentaires des trois leaders provinciaux qui ont parlé des accès aux soins. On a parlé de l'importance d'un système de santé connecté. On a parlé également d'équité en matière de soins. Ce sont des thèmes récurrents que tout le monde reconnaît. C'était vraiment intéressant de les écouter. Alors, remontons à quelques décennies. Lorsque le réseau de santé était sur papier, il y avait des fax, et d'ailleurs on s'en moque également. Il y avait quelques normes et souvent on nous dit qu'il nous manque les deux industries, les banques et les lignes aériennes. On commençait déjà à numériser les opérations à ce moment-là, mais nous avons du retard. Et depuis, dans les 20 années à venir, donc depuis 20 ans plutôt, nous avons eu plusieurs normes numériques. Il y a eu plusieurs solutions numériques qui nous ont permis d'ailleurs de devenir numérisés. Les télécopieurs et les papiers néanmoins restent dans le système. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas une solution, c'est notre choix. C'est dû au changement et la résistance au changement. Dans l'ensemble, je dirais qu'en santé, nous avons réalisé des progrès solides. Je crois qu'il faut les reconnaître. Nous avons d'ailleurs numérisé le système de santé. Mais avec la numérisation, il y a également le problème de l'interopérabilité des données. Les données sont là, cependant, les données sont là en silo, un système fragmenté. Maintenant, il faut savoir comment donc défaire ces données, défaire ces actifs et aller de l'avant. Je dirais la même chose dont on a parlé vis-à-vis de l'industrie des banques et des aériennes. La raison pourquoi ces secteurs nous devancent, et c'est facile de dire, parce qu'ils sont plus simples que les systèmes de santé. Prenons l'exemple d'un système binaire. Il y a deux transactions binaires, le crédit et le débit. Il y a un modèle d'affaires mondial pour le rendre interopérable. Mais le système de santé est local, provincial et au mieux national. On n'est même pas à l'échelle mondiale. Et c'est pour ça que je peux expliquer qu'il y a un manque de motivation. Et la santé est complexe. Prenons l'exemple
Donc, nous avons 650 valeurs de code. Tous les jours, les codes évoluent pour ce que nous savons sur les codes. Et également, il y a beaucoup d'hierarchie entre les codes. Vous voyez la complexité du système. Il est facile de pointer le doigt, de critiquer, mais c'est un système d'une grande complexité. Où sont les lacunes? Essayons d'y voir un peu plus du côté des histoires de passion. Et Flavie, vous avez vraiment facilité mon travail aujourd'hui. Voilà quelques histoires de passion que nous avons compilées et que nous avons appris de la part des forums des patients, proches patients. Et c'est vraiment des choses qui m'ont les plus interpellées. Le premier ressemble à l'histoire de Flavie. C'est les patients orphelins. Donc, des patients qui ont 12 ans et plus, 15% de ces patients n'ont pas un médecin de famille. Parlons de ce patient. C'est John qui est dans la quarantaine. Il habite dans les banlieues. Son médecin a pris sa retraite et il est maintenant sur une liste d'attente depuis 3 mois pour joindre une clinique de soins primaires. Il y a la maladie cardiaque dans sa famille. Il souffre de diabète type 2 et ça allait bien, mais maintenant il ne se sent pas très bien. Il est anxieux de pouvoir consulter un médecin, mais il n'a pas de médecin de famille. Donc, il a été à plusieurs cliniques sans rendez-vous depuis les dernières semaines. Il a été 2 fois à la salle d'urgence où les médecins ont donc ordonné des tests d'imagerie immédiate et de laboratoire. Les médecins ont dit également qu'ils n'ont pas accès aux résultats du passé. Encore une fois, il envoie pour refaire des tests et voir un spécialiste. Un des médecins l'a renvoyé vers un spécialiste. Le spécialiste dit que son taux de glycémie est élevé et qu'il doit faire un régime, il doit faire l'exercice et prendre des médicaments. Il n'a pas accès à son dossier de médicaments ni à ses informations de santé. Certaines informations sont disponibles dans le portail patient. Mais comme on le voit, il attend toujours pour consulter le prochain médecin. Mais le problème, c'est que son dossier est créé dans de multiples systèmes. Ce sont des sources multiples. On s'imagine qu'il n'y a pas une seule source d'information disponible. Ce n'est pas par manque de solutions ni manque de données. L'idée est de connecter les données ensemble et avoir la capacité d'avoir ce dossier longitudinal aux patients. Du point de vue du système de santé, qu'aurait fait un système connecté? Comme patient, on aura augmenté l'environnement dans lequel le patient aurait accès aux résultats. Ensuite, on pourrait partager les résultats, même si le patient est un patient orphelin, il peut quand même obtenir un dossier consolidé, le donner au prochain médecin. Il ne serait pas obligé de répéter les examens. Du point de vue du clinicien, avant la visite, le clinicien peut se préparer et avoir toutes les informations disponibles sur le patient. Du point de vue des ressources humaines de la santé, cette crise, en moyenne, les médecins consacrent 30 à 40 minutes en cherchant les informations administratives relativement aux données en dehors de leur milieu de pratique. Pourquoi? Et souvent, ils obtiennent cette information par télécopieur, par le papier, même si ces données existent déjà dans le système. Alors, de façon sélective, nous décidons de choisir le télécopieur alors que les solutions existent, les données existent et sont disponibles. Parlons de système de santé. C'est un fardeau accru sur le système de santé. La ressource humaine de santé, c'est-à-dire 30-40 minutes consacrées par chaque médecin sur ce dossier, donc multiplié par 80 000 par année. Donc, on parle justement de la création de capacités dans le système. Ce n'est pas une question de cacher, c'est une nouvelle ressource, mais plutôt créer une capacité dans le système de pouvoir voir plus de patients. Évidemment, réduire le fardeau, mais surtout moins d'anxiété pour le patient. Regardons maintenant un autre usager, et justement, j'en parlais avec le docteur Achad qui travaille sur l'inforoute. Et il a soulevé la question. Je me disais que je dois en parler. Mac a 90 ans. Il a la démence. Il a également quelques maladies chroniques. Ses soignants sont son fils et sa belle-fille avec lesquels il vit. Il a un médecin de famille, un coordinateur de soins. Il reçoit également des services infirmiers à domicile. Donc, en travaillant avec son coordinateur de soins, donc la famille décide de l'amener à une unité de soins de longue durée où il y a ouverture. Donc, on envoie par fax un formulaire à son médecin de famille qu'il faut compléter avant qu'on puisse faire le transfert aux soins de longue durée.
Le médecin de famille et l'effectif à son bureau remplissent les informations, renvoient ça aux soins de longue durée et il y a 7 composantes qui manquent du formulaire. De l'information sur les récents congés à l'hôpital, des informations sur le dernier rapport du médecin de l'extérieur et les dernières informations du pharmacien. Donc, il faut inclure ces informations avant qu'il puisse y avoir admission aux soins de longue durée. L'effectif du médecin doit envoyer à 3 endroits différents, doit attendre 10 jours avant d'obtenir nos informations et renvoyer toutes les données au foyer de soins de longue durée. Et tout au long de cette période, vous vous imaginez le fardeau auquel sont assujettés les soignants alors qu'ils doivent composer avec leur vie, voir l'anxiété que ceci crée pour les personnes âgées. Le tout aura duré 2 semaines. Donc, avec un meilleur système, mieux connecté, amélioré, on aurait pu éviter la plupart de ceci car l'information peut couler de façon donc ponctuelle et on peut obtenir un examen consolidé. Encore une fois, pour redire ceci, ce n'est pas que les solutions ne soient pas disponibles, on ne les a pas connectées et on ne les a pas rendues interopérables. Alors, je ne vais pas définir l'interopérabilité, ceci déjà a été mieux défini par certains des patients. Alors, j'aimerais cependant du côté gauche, vous voyez ce dont j'aimerais parler, et c'est le seul diapo où je vais parler un peu de façon technique pour notre public intéressé. À gauche, on voit l'interopérabilité et tout d'abord, je tiens à répéter que ce n'est pas seulement une question de technologie. Vous voyez les 4 couches, on passe du début. Côté technique, c'est une question d'interconnectivité des exigences pour que le système soit facile à rejoindre. Et ensuite, vous avez le syntactique, c'est le format d'échange et l'organisation des données pour qu'on puisse acheminer l'information. C'est là où entrent en jeu les normes telles que HS7, XML et FHIR. Et ensuite, c'est la question sémantique. C'est là où on voit la codification complexe, et CDBN, etc. Tout ceci entre en jeu. Il s'agit des millions de différentes parties de données. Comment donc en faire la cartographie? Donc une infarction myocardiaque, arrêt cardiaque, crise cardiaque veut dire la même chose, mais chaque médecin donc les écrit de façon différente. Il faut avoir une codification de la même valeur. C'est ça le code. On peut s'imaginer qu'alors qu'il y a évolution des codes, il faut les mettre à jour et maintenir de façon constante. Et ensuite, il y a la couche organisationnelle. C'est là où la technologie s'arrête. On parle de tout ce qui se fait dans les 3 couches précédentes qui ne peuvent pas aller de l'avant parce que soit vous n'avez pas des politiques, il manque un cadre juridique, ou il manque un cadre de partage de données, ou vous n'avez pas de modèle d'échange de données. Sans cela, tout le travail déjà effectué à chaque niveau va échouer. Voilà l'approche du haut vers le bas, du point de vue de l'organisation. Du point de vue des usagers, je l'ai déjà dit, c'est quelque chose qu'on voit déjà dans le milieu. Nous avons parlé aux intervenants. Le pharmacien veut avoir un flux d'informations électroniques sans faille qui arrive au lieu de travail. Pour une infirmière, l'infirmière veut avoir accès à l'information avec un seul clic. Elle ne veut pas être obligée de faire toutes sortes de manœuvres pour obtenir les informations. On a parlé justement du brûlement des ressources humaines en santé. Du point de vue de l'expert, il doit avoir possibilité d'échanger de façon fluide l'information avec le médecin dans le milieu de soins. Ça ne se produit pas. Et du point de vue de l'administrateur de la santé, obtenir les données agrégées de façon ponctuelle permet réellement d'identifier le rendement du système de santé et permet également d'affecter les fonds au domaine approprié. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Je crois que nous avons tous, depuis ce matin, abordé les problèmes. Mais parlons maintenant du travail qui s'effectue actuellement pour mettre de l'avant tous ces efforts. Nous avons collaboré avec plusieurs parties prenantes dans l'écosystème pour mettre de l'avant l'interopérabilité sociale. Et nous avons mis sur pied un cadre de collaboration qui met l'accent sur plusieurs domaines. Et justement, je prenais des notes lorsqu'on a eu des questions à la dernière séance et j'espère que ce cadre permettra de répondre à certaines de ces questions. Le premier pilier porte sur l'interopérabilité pan-canadienne. Il faut avoir des esprits qui pensent de la même façon réunis autour de la table pour s'assurer qu'on essaie de rejoindre la même chose. C'est pour ça qu'il faut avoir une gouvernance. Ensuite, une feuille de route. Sans doute, vous avez entendu dire que
Inforoute est en train de développer une feuille de route. Ça va traverser toutes les instances et merci d'ailleurs aux instances de nous avoir consacré votre temps. D'ailleurs, après la séance, nous allons passer encore une journée avec les juridictions pour approfondir les domaines là où on pourra identifier ces normes clés et pour faciliter ensuite la vie des, des personnes qui vont élaborer les normes et ne seront pas obligés de répéter. Ensuite, vous avez le cadre d'échange de confiance. Nous avons parlé des données d'échange de confiance, d'échange, donc c'est un nouveau mot également. Et il faut définir ces normes communes et rendre clair au marché que c'est les normes qu'il faudrait imbriquer dans les solutions pour rendre vos solutions plus, pour faire en sorte qu'ils soient plus en conformité vis-à-vis des normes internationales. Et Abigail a eu une séance extraordinaire hier sur la protection de la vie privée et comment incorporer ceci dans les solutions, dans les exigences. Car nous avons dit ça dans le dernier cadre, tout ce qui va se faire au 3e niveau, mais tout s'arrêtera si le processus de sécurité d'échange n'est pas organisé, les données ne vont pas être acheminées, vont être bloquées. Donc, nous allons travailler sur un cadre qui permettra de voir comment nous allons harmoniser, définir les exigences en matière de protection de la vie privée. Ça passera ensuite par le programme national d'achat public qui nous permettra de qualifier les fournisseurs compétents qui ont des bonnes solutions où il y a également interopérabilité. Ensuite, les derniers 2 piliers mettent l'accent sur l'activation des fournisseurs qui sont une partie importante, comme nous le savons tous, de l'équation, obtenir leur adhésion précoce, également faire en sorte qu'ils soient d'accord avec nos normes, comprendre leur état de préparation, les défis également. Il faut comprendre leurs raisons, leurs incitatifs, leurs besoins de modèles d'affaires. Nous travaillons actuellement sur toutes ces questions. Nous évaluons les normes internationales pour voir comment cela se fait dans d'autres pays. Nous allons ramener ça au Canada pour recommandation. Donc voilà les 6 pays. Et à droite, vous voyez les programmes d'investissement stratégique, c'est-à-dire notre programme traditionnel. Nous affectons les programmes du financement au programme ciblé en fonction de leurs résultats escomptés. Alors, comment faire? Et j'écoutais justement la conversation que nous venons d'entendre, que nous venons d'avoir. Shannon, Paul et Blair l'ont dit. Donc, il faut avoir un flux sans heurte de données, meilleur accès pour les patients. Également, oublions le télécopieur, un accès aux soins. Donc, connecter les citoyens de façon numérique au système de santé, aiguillage, laboratoire, ordonnance, requête et ensuite gestion du changement. De façon unanime, ce sont des mots communs, des thèmes communs qui ont été mentionnés par tous. Si vous regardez l'image en haut, c'est ça notre approche. Cette approche respecte le fait que les juridictions détiennent leur propre feuille de route. Ils sont les propriétaires de leur propre système de santé. Pas besoin d'interférer, mais il faut identifier les normes de base que l'on trouve partout. Si vous voyez les bulles en haut, dans chaque instance, je crois qu'on pourrait comprendre ce qu'il en est. Donc, migration vers le DME, résumé des dossiers de patients, télésurveillance, prise de rendez-vous, également requête électronique et voie d'accès des patients. Ce que nous tentons de faire, c'est de travailler avec les instances en collaboration dans les 2 années à venir. Nous voulons identifier ces cas les plus communément identifiés. Il faut que le tout soit axé dans le résultat. Dr. Shen a parlé des meilleurs joueurs, les meilleurs acteurs livrés sur le marché. Identifier ces candidats, créer ces normes de base communes que les fournisseurs ne devront pas élaborer et mettre en place pas 13 fois, mais une fois, mais également ils pourraient être en conformité avec les normes. C'est un minimum. Et j'irai plus loin avec un résumé du dossier patient. Michael, justement, dans ses mots d'ouverture, a parlé du travail fait sur le résumé du dossier patient. Le travail fait depuis 18 mois, nous avons fait la preuve que cette approche marche. Au départ, nous avons consulté les parties prenantes. On nous disait que c'était le domaine le plus important qui permettrait donc aux fournisseurs d'offrir un échange d'informations ainsi que l'accès aux données qui sera fourni aux patients. Alors, on a travaillé ensemble. 5 juridictions se sont présentées, on se sont dit intéressés à élaborer les spécifications. Nous avons créé des spécifications pan-canadiennes, les PSE, et en fonction de cela, les 2 juridictions Ontario, ils
Ils ont pris ces spécifications, ils ont créé des spécifications qui peuvent être modulées par les instances, mais toujours avec un lien avec les spécifications de départ. Alors, donc, nous avons un autre lancement prévu pour le mois de mars où toute la communauté, une communauté plus large va participer. Mais une fois qu'il y a conformité avec ces normes, l'effort consacré au déploiement et à la mise en œuvre va augmenter et c'est ça l'objectif. Alors, nous allons continuer à regarder vers ces exemples et justement, nous travaillons déjà en la matière. Nous le faisons en utilisant les stratégies mondiales. On veut dévancer ceci, on veut l'appliquer à l'échelle pan-canadienne, donc ces deux facteurs vont de pair. Et je crois que la diapo ici vise à nous assurer comment permettre aux fournisseurs de livrer plus rapidement la marchandise. Donc, comme je l'ai dit, le fournisseur est très important. Donc, en adoptant une approche pan-canadienne, nous pouvons mobiliser, activer rapidement les fournisseurs. Nous avons des vendeurs locaux, régionaux et internationaux. Il faut obtenir leur adhérence et pas seulement mettre l'accent sur un seul type de fournisseur. Ils doivent s'engager à développer et livrer ces produits. Et s'il y a des bonnes données et normes techniques sur l'interopérabilité, cela va créer également une concurrence saine entre les fournisseurs. Lorsqu'il y a des normes qui sont disponibles, lorsque les exigences sont publiées, les nouveaux fournisseurs innovateurs font la promotion de l'évaluation parce qu'ils savent exactement ce qui est exigé du point de vue des achats publics. C'est ça l'objectif. Encore une fois, ce que je dirais ici, c'est que ces avantages ne peuvent se réaliser que par un alignement, une collaboration continue. Alors, Steve de OMC va nous en parler plus et j'ai bien hâte de l'écouter, bien que ça va être la troisième fois que je l'écoute. Mais il faut savoir, ils ont bien réussi à mettre ceci en œuvre aux États-Unis. Justement, il va nous en parler et je crois que vous allez voir comment cela pourra fonctionner ici au Canada. Nous avons parlé de la collaboration dans 5 volets communs. Donc on vise à faire quoi? Donc, il faut que ça se fonde sur quelque chose. Au cours des 4 derniers mois, nous avons collaboré avec des groupes consultatifs de patients, des groupes cliniciens et les parties prenantes administratives pour se concentrer parce qu'on ne pourra pas tout faire au cours des prochaines années. Donc, les thèmes qui émergent sont les suivants. Le blocage de la portabilité des données. Donc, comment le faire de façon standardisée lorsqu'on prélève des données des soins primaires? D'abord, la migration d'un système à l'autre. Donc l'usage secondaire des données, l'utilisation des données, des standards, donc, et comment, donc, favoriser la conformité avec nos fournisseurs. Deuxièmement, c'est la capacité du professionnel de la santé d'enrichir les données du patient et d'y accéder aux points d'intervention. Donc, l'idée est de pouvoir non seulement accéder, mais aussi renvoyer l'information et la fournir dans une base de données provinciale, parce que c'est comme ça qu'on maintient des dossiers longitudinaux. Accès des patients à leur dossier de santé est la troisième. Il faut aller un petit peu au-delà des frontières provinciales. Quelqu'un disait, dans 10 ans, nos citoyens et patients demanderont, exigeront d'autres canaux. Comment les certifier, les agréer? Quelles seront les normes au-delà des portails provinciaux? Donc, qu'en est-il aussi des patients et de leur contribution aux données? C'est les Fitbit, les iPhones, bref, tous ces appareils mesurent. Donc, comment contribuer au dossier? Je pense que nous pourrions exploiter cela. Comment le faire? Quel travail est fait en ce sens aussi à l'extérieur? Aux États-Unis et en Europe, le IPA, International Patient Access, est une nouvelle norme qui est montante pour accéder le dossier patient par des canaux multiples, par des solutions
accrédités. Comment donner l'accès à vos renseignements à quelqu'un d'autre, un soignant dans votre cercle. Donc, une norme internationale est à explorer. Ensuite, coordination des soins et collaboration. Référencement électronique, commande électronique, ce sont toutes des solutions solitaires, mais aujourd'hui, nous devons aller plus loin. Comment les intégrer dans les flux de travail cliniques? Sinon, nous allons créer un autre système économique, en quelque sorte, de solutions en silo, cloisonnées. Comment les intégrer dans nos solutions cliniques avec une solution pan-canadienne? La bonne nouvelle, c'est que même au Forum de leadership national dans les prochains jours, c'est vraiment là un des domaines où tout le monde a exprimé son intérêt pour définir une norme de base, ce qui va rendre la vie plus facile non seulement aux administrations provinciales, mais aussi aux fournisseurs. Et le dernier volet, c'est la cybersécurité, volet ultra important, pas seulement du point de vue de la réponse aux incidents, mais aussi le partage de savoir, renforcer la capacité. Il y a extrême pénurie de savoir spécialisé ici. On devrait partager ça entre administrations et aussi intégrer les exigences de cybersécurité dans nos mécanismes de dotation ou d'approvisionnement. Donc pour que les fournisseurs intègrent ces exigences. Et comment pouvons-nous identifier des fournisseurs donc qui répondent à ces exigences? Voilà les 5 thèmes, les 5 volets qui ressortent de nos discussions. Vous commencez à voir cela dans notre carte routière, celle qu'on élabore à l'heure actuelle. On parlera de ce qu'on fait, comment. On entend y donner suite. Je reconnais le temps et l'effort que les équipes provinciales ont fait pour identifier ces thèmes communs. Ça représente beaucoup de travail, outre leurs priorités, la réponse à la COVID, tous les programmes qu'ils gèrent. Donc, ils ont consacré de leur temps, ce qui montre qu'ils ont un sens de la collaboration et que nous avons un besoin là de travailler ensemble. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Une perspective internationale, je trouvais qu'il serait utile d'en partager une. Le mois dernier, certains de mes collègues et moi avons-nous un événement mondial à Rotterdam sur les partenariats mondiaux de santé. Le thème de cette conférence, faire avancer la santé mondiale et l'interopérabilité, encore sans surprise, est au sommet. C'est InfoRoute Canada qui a représenté notre pays là-bas et nous avons été présidents ou coprésidents dans chacun des 5 groupes de travail. Plusieurs pays ont présenté leur survol du système de santé et leurs défis pour faire avancer les soins connectés. Et ça ne vous surprendra pas que tous les pays partagent les mêmes objectifs, les mêmes défis, les mêmes approches. Mais ils disent tous qu'ils sont différents. Donc, l'espace européen des données de santé, initiative lancée en 2020 pour des données générales. Ensuite, ils ont créé quelque chose de plus ciblé pour les données de santé, précisément, avec une portée et des défis identifiés. On parle des États membres de la Commission européenne. Les défis, donc, les personnes et professionnels ne peuvent pas consulter, échanger, gérer. Les données de santé font l'objet de peu d'innovation de recherche, donc les décideurs n'ont pas accès facilement aux données de santé. Les fournisseurs de services et de produits font face à des barrières. Tout cela sonne, c'est un refrain familier dans nos oreilles. Le mandat, donc, renforcer les droits des citoyens pour qu'ils soient en mesure d'exercer un contrôle total sur leurs données de santé électronique. Les mots sont importants. Accès, partage, rectifier, restreindre et format européen commun. Tout ce qui est en italique est important là. Donc, tous les pays, je crois, tentent de faire à peu près la même chose que nous. Et dans ce cas-ci, ils feront une approche de haut en bas. Il y a à un certain
moment besoin d'une approche de haut en bas. C'est ce que fait la Commission européenne. Donc, elle prend la voie législative pour légiférer le droit à l'accès aux données des citoyens et gérer et contrôler leurs propres données. Voici une mise à jour sur quelques initiatives pan-canadiennes d'interopérabilité en santé numérique, puis j'inviterai Steve à venir parler des autres programmes. Le résumé du dossier du patient. Michael en a déjà parlé passablement ce matin. Qu'est-ce qu'un résumé du dossier? Si vous avez, par exemple, un compte Aéroplan de fidélisation, vous êtes des voyageurs, donc sans doute. Donc, vous allez sur votre portail. Est-ce que vous pouvez voir de façon standardisée, c'est l'historique de vos voyages avec les compagnies aériennes et des compagnies partenaires comme Starbucks, Amazon, Uber. Donc, on y voit les activités d'un coup d'œil en un instantané de l'historique et de l'accumulation des milles. C'est un peu semblable au résumé du dossier, mais je voulais utiliser cet exemple. Donc, si moi, je me fais un login dans mon portail, je vais pouvoir voir mon historique complet. Les immunisations, les médicaments, les allergies, les hospitalisations, tout cela devrait être disponible sous mes doigts et mes yeux. C'est le concept. Le résumé patient se fonde sur le standard international IPS qui définit cela dans un contenu standardisé et les mécanismes d'échange de ces données qui est une norme mondiale. Donc, c'est ça que fait le résumé du dossier au bénéfice du fournisseur et du professionnel tant que celui du patient. On a déjà parlé des résultats. Voici quelques-uns des résultats attendus. L'amélioration de l'état de santé des patients, patients orphelins, on l'a reconnu comme étant un patient. 50% sont orphelins. Donc, le résumé aide dans ce scénario, même si l'information est créée dans différents systèmes. Obtention de soins imprévus ou d'urgence. Souvent, il y a ce défi d'interopérabilité interjuridictionnelle ou par opposition à intrajuridictionnelle. Mais ça, c'est le fournisseur qui s'en préoccupe. Pour le patient, ça ne devrait pas être important. Ça devrait franchir les frontières, peu importe où on se trouve. Bon, je comprends que du point de vue du fournisseur, il y a des politiques provinciales, des lois provinciales, c'est compréhensible. Mais du point de vue patient, il ne devrait pas y avoir de tels obstacles. Ensuite, pour les fournisseurs, c'est-à-dire perte d'efficacité des travailleurs de la santé. Donc, si on a un modèle quantitatif qui vient nous prouver que ça aide, donc l'échange en temps presque réel des données aide les médecins, effectivement. Et du point de vue du fournisseur et des innovateurs, l'usage de normes ouvertes communes leur permet de faire une seule implantation qui pourra donc s'appliquer à plusieurs provinces. Et ceci alimente le marché et le tient à jour. De bons progrès à cet égard. Michael a parlé des 5 provinces. L'Ontario et l'Alberta procèdent déjà avec leur mise en œuvre à l'essai au cours des derniers mois. Donc, en mars 2023 est une étape importante. Le Canada sera mené par InfoRoute, un événement. Cet événement conduit mondialement, normalement qui a lieu aux États-Unis et en Europe. C'était au Canada pour la première fois l'an dernier. Ça a été un grand succès, donc là, on y va à fond. Bon, prescribe it ou prescription en français. J'en suis fier parce que j'ai fait partie de cette équipe pendant 2 ans. C'est vraiment une initiative pan-canadienne pleinement intégrée. C'est un service d'ordonnance électronique bâti par InfoRoute permettant des échanges électroniques, disponibilité d'ordonnances du DME à la pharmacie de votre choix. Et on économise des arbres, ça c'est vrai aussi. L'un des faits saillants de ce service, notamment, c'est que les usagers peuvent non seulement envoyer et recevoir
mais à chaque fois qu'une ordonnance est dispensée, il y a un avis qui est envoyé au médecin. Donc là, la boucle est bouclée. C'est ce que fait prescription. Messagerie sécurisée, avantage, une fonction supplémentaire. Communicateur clinique, échange sécurisé entre médecins et pharmaciens au moment de la dispensation ou s'il y a des questions. Pas de papier, pas de fax, pas de téléphone. C'est intégré à la plateforme. Donc, c'est soutenu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en français comme en anglais. Et il respecte les pare-feux. 6 administrations sont déjà en œuvre. Donc, on commence à voir le graphique en pente là au centre. Et du point de vue du DME, beaucoup d'efforts, beaucoup d'engagement et de dévouement à s'assurer que la plateforme soit conforme à la conception de prescription. Avantage de la santé connectée, sécurité patient, moins d'erreurs, accès à leur propre prescription, la capacité de renouveler. Enfin, du point de vue du prescripteur, sécurité, économie, pharmacien, amélioration du flux de travail, moins d'erreurs d'exécution, plus de temps pour les consultations patients et au niveau du réseau de la santé, information cumulative, agrégée. Donc voilà ma section qui est complétée et j'invite maintenant Steve à parler des 2 programmes suivants qui sont très importants. Thanks, Abby. Hi, everybody. Merci, Abby. Bonjour. Steve O'Reilly, je viens de Terre-Neuve. Abby, vous venez de couvrir beaucoup de contenu. Les Terre-Neuviens sont célèbres pour la vitesse de parole. Donc, je vous accorde le statut de Terre-Neuvien honoraire. J'aime observer les gens. On peut surveiller aujourd'hui le langage corporel, les regards, etc. Donc, je serai très, très bref. On nous sert un déjeuner chaud ce midi. Donc, d'ici à midi, je vous promets solennellement de finir à l'heure. J'aimerais parler de DTO. Donc, pour ceux qui avaient de l'expérience, vous savez que notre collaboration ici est frappante et positive et on alimente cela depuis les dernières années. On commence à en voir les retombées en matière d'interopérabilité qui va s'améliorer entre nos organismes. Donc, le DTO, il y aura, sachez-le, une séance là-dessus pour une présentation plus détaillée de tout cela. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je note ce qui suit. Ce que les gens nous ont dit dans les dons d'organes, c'est ce manque de banque de données en est le talon d'Achille, c'est ce qui nous retient. Il y a des chiffres là dans le coin. En tout cas, les transplantations n'ont pas lieu aussi souvent et aussi efficacement qu'on devrait. On a perdu 250 personnes sur les listes d'attente l'an dernier, donc on peut faire mieux. C'est le message clé. Et je m'en tiendrai à cela pour l'instant, mais je pense qu'on reconnaît tous qu'en matière de dons d'organes, le besoin est toujours plus grand que la disponibilité. C'est pourquoi il faut optimiser la situation. Ensuite, l'approche est en 3 volets. Déploiement de solutions technologiques pour remplacer beaucoup de papier, de fax. On entend beaucoup de doléances à ce sujet. Deuxièmement, l'intégration des solutions, y compris les solutions existantes. Il ne s'agit pas toujours de recommencer à neuf. Il y a beaucoup de solutions existantes. C'est l'intégration avant tout. Et ensuite, ce qui compte le plus de mon point de vue, c'est la normalisation des données. Donc, intégrer les normes de contenu dans les solutions nouvelles et existantes, c'est ça qui a été le défi, pas seulement au Canada. Marier les standards des données aux standards des technologies. Et là, je suis heureux que ça fasse du chemin
C'était vraiment un exemple concret d'interopérabilité pour le pays. Donc, pour économiser du temps, je passe par-dessus les réalisations. Donc, il y a des dons de personnes décédées et dons de personnes vivantes et transplantations qui évoluent bien. Le hub, la plaque tournante, permet aux provinces donc de partager les organes en dons. Et ça, c'est quelque chose qui passera à l'échelle très, très bien. Il y aura une séance là-dessus demain. Je vous encourage d'y participer d'y assister si ça vous intéresse. Le nombre de données communes pour les soins de santé primaire est mon sujet suivant. Certains le savent, l'ICIS a publié des normes, mais c'est plutôt concentré du côté administratif et performance organisationnelle et non l'univers des usagers. Donc, avec InfoRoute, le partenariat nous permet de passer au niveau suivant pour créer donc une norme commune avec les provinces, territoires, les partenaires, tirer profit de ce qui est fait dans les différentes administrations, et ce pour tous les usagers potentiels, pas seulement les administrateurs, qui étaient l'historique un peu de l'ICIS. Pour nous, c'est une approche systémique. Ensuite, vous voyez les différents groupes d'usagers. Donc, ce n'est pas seulement pour les opérations cliniques, ce qui est de jargon. En tant qu'ancien administrateur hospitalier réformé, on voit souvent les choses sous cette lorgnette, mais ensuite la santé populationnelle et publique en est un. Donc, nous allons créer une norme qui soutient tous les besoins des usagers. Je pense que cela sera beaucoup plus séduisant au fur et à mesure qu'on avance, avec beaucoup de retombées positives. Ici, notamment, accéder à ces données en tant que patient, c'est probablement la première tâche. Beaucoup de tests de rendez-vous font double emploi, sont répétés. Donc, je trouve ça plutôt génial. Pour les professionnels, ça permet la collaboration interprofessionnelle, on économise du temps. Donc, le fardeau administratif dont on a parlé, c'est une chose bien concrète. Donc, les DME deviennent un petit peu plus conviviaux pour les cliniciens, les professionnels et enfin les décideurs. Certains diront les derniers, mais non les moins, les plus importants peut-être. Il y a tellement de façons d'améliorer la planification du système. Donc, on est vraiment réjoui par cette interopérabilité des données. C'est un volet clé. Beaucoup de choses peuvent être améliorées, mais si on peut bien comprendre ce qui se passe au niveau des soins primaires dans les données, déjà, c'est un gros morceau d'avaler. Et voici la pipeline à 1 million de dollars, comme tout le monde l'appelle. Les plus hauts dirigeants ont reçu beaucoup de formations sur cet animal étrange d'interopérabilité. InfoRoute, Statistique Canada, ICIS et ainsi de suite. Donc, sans vous le décrire en détail, c'est en couleur avec des codes et on voit les robinets à chaque bout. Et on espère avoir de bonnes données propres qui s'écoulent à chaque bout. Est-ce que vous vouliez dire quelques mots de la fin? Parce que ça conclut la présentation pour moi. Merci. Merci, Steve. En effet, c'est la diapo à 1 million de dollars. Ça a exigé beaucoup de réflexion. Pour conclure, j'aimerais vous remercier d'avoir été là aujourd'hui pour cette séance. Et le message clé est le suivant. L'importance de poursuivre notre collaboration. On en a fait la démonstration au cours des derniers mois. Continuons parce qu'on poursuit tous les mêmes objectifs. Et enfin, je vous rappelle qu'il y a de magnifiques séances demain avec très riches en contenu. J'ai abordé à très haut niveau certains de ces sujets, mais si vous voulez creuser plus en profondeur, je vous encourage vivement. Il y en a un sur les dons et transplantation d'organes. Dr. Joe Kim est un commanditaire, il y sera là. Les résumés de dossiers de patients, il y a une séance là-dessus. Et ce n'est que pour vous donner un avant-goût. Donc, c'est un petit argumentaire pour vous recruter. Si vous avez des questions, je serai autour. Là, on n'a pas le temps tout de suite pour des questions.
Et je ne veux pas vous retarder plus longtemps et je vous invite à aller dîner. Si vous avez des questions, venez me voir sans hésiter. Profitez du reste de la conférence. Et le lunch commence à midi. C'est un lunch chaud, dit Sheila. Et soyez de retour à 13h15, bien à temps, bien à l'heure pour le début de la prochaine séance. Merci.